Salut tout le monde, vidéo un peu spéciale aujourd'hui car avec Christopher, on a décidé de vous partager tous nos trucs et astuces pour préparer efficacement une certification Microsoft. Salut Christopher, Salut Phil, bonjour à toutes et à tous. est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, je m'appelle Christopher Maneux, je suis Cloud Advocate dans les équipes Engineering d'Azure. J'ai passé quelques certifications Microsoft, j'ai aussi eu la chance de participer à la création de certaines d'entre elles. Et à côté de ça, je fais un petit peu de plongée sous-marine. Bah écoute, c'est très clair, ce que je te propose c'est qu'on attaque direct. Allez, ben c'est parti. Preview. Si vous souhaitez connaître les différentes étapes pour vous inscrire à une certification Microsoft, je vous encourage à aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube et qui s'intitule Comment s'inscrire à une certification Microsoft. Rappelez-vous qu'un examen, qui soit proposé par Microsoft ou un autre clouder, va valider des connaissances et pas forcément des compétences. On peut être certifié et incompétent, et inversement, dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré des gens qui n'avaient aucune certif, mais qui étaient très compétents. L'idéal, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire d'être certifié et compétent. Et même si vous êtes compétent sur un produit ou un service, il se peut que vous échouiez à l'examen. La preuve, Phil et moi, on a déjà raté des certifications Microsoft. Et pourtant, on est capable de travailler chez Microsoft. Le fait est que les certifications couvrent souvent un panel de connaissances qui est beaucoup plus large que ce que l'on a l'occasion de croiser dans notre vie professionnelle. Mais si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas, que vous ayez réussi ou non la certification, avec Phil, nous allons vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo comment connaître les éléments et les domaines dans lesquels vous avez à progresser. Ça me permet de rebondir sur le fait que vous devez prendre de la distance avec l'enjeu. Durant l'examen, vous n'allez pas jouer votre avenir professionnel ou même personnel. En France, on a tendance à valoriser les succès et à critiquer les échecs. Sauf que l'échec fait partie de l'apprentissage. Quand vous avez essayé d'apprendre le vélo, vous êtes tombé et pourtant vous savez maintenant faire du vélo. Et ben c'est un peu pareil avec l'assertif. L'assertif a un enjeu, on ne change pas le monde. Et d'ailleurs, la valeur d'une certification va évoluer dans le temps. Nous allons voir plus tard dans la vidéo comment vous allez devoir revalider les certifications tous les ans. Et puis, certaines certifications deviennent obsolètes. D'ailleurs, Philippe et moi, on en a quelques-unes à notre compteur qui sont plus en train de prendre la poussière qu'autre chose. Juste pour vous en donner quelques-unes pour ma part, je suis certifié développement Silverlight et administration Groove Server. Qui a entendu parler de Windows 2000 pour la nouvelle génération? Eh ben moi, je suis certifié Windows 2000 Pro et Server. De belles certifications qui sont en train de prendre la poussière maintenant dans un carton. Au niveau de l'agenda, dans un premier temps avec Christopher, on va vous partager nos bonnes ressources, nos bons coins, d'une certaine façon, pour réviser efficacement, que ce soit des vidéos, des articles, etc. Dans un deuxième temps, on parlera du passage de l'examen. Combien de questions vous allez avoir, combien de temps vous avez en fonction de l'examen, quelles sont les conditions, est-ce que je peux faire une pause, est-ce que je peux accéder à un site web, etc. etc. Puis, on parlera du score, les fameux 700 points sur 1000. On verra que tout n'est pas si simple. On abordera bien entendu la procédure de check-in. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous voulez passer un examen Microsoft, vous pouvez le faire soit de chez vous, et dans ces cas-là, il y a toute une procédure à respecter, soit dans un institut d'examen. Mais dans tous les cas de figure, il faut connaître les bonnes pratiques pour ne pas avoir de surprise le jour J. Et enfin, on parlera du renouvellement d'une certif. Certaines certifs ont une date de fin de validité qui peuvent être sous 1 an. Et tous les ans, vous allez devoir répondre à des nouvelles questions pour pouvoir garder cette certification dans votre escarcelle professionnelle. Commençons par vous présenter quelques ressources pour vous aider dans votre parcours de formation. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas parler des formations qui sont données en présentiel par des Microsoft Certified Trainers, mais bien évidemment, cela reste une solution pour se préparer à la certification. Concentrons-nous sur les ressources qui vous permettent de faire de l'auto-formation. La première ressource, Microsoft Learn. Sur le site Microsoft Learn, vous retrouvez bien évidemment la documentation de nos produits, mais également des modules de formation Microsoft Learn. Et d'ailleurs, sur la page d'inscription de tout examen, vous allez trouver une série de modules Microsoft Learn qui sont recommandés pour vous préparer. Deuxième ressource, bien évidemment, la chaîne YouTube Phil IT, sur laquelle vous retrouvez cette vidéo, mais sur laquelle vous allez également retrouver des vidéos pour vous préparer aux certifications. Alors ça, c'est un bon point. Merci. Tu me diras combien je te dois en Bitcoin.
Le point, c'est que j'ai une chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube, en fait, je fais le replay de certification, de préparation des certifications type AZ104 pour les administrateurs cloud, type 305 pour les architectes cloud, type 700 pour les ingénieurs réseau cloud, type 500 pour la sécurité dans Azure. Mon propos, c'est de vous dire que cette chaîne, elle évolue. Elle évolue grâce à des personnes comme Christopher. Donc, allez la voir régulièrement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et ça vous permettra de vous préparer à des futurs certifs. Par exemple, j'ai dans mon escarcelle l'AI900, les fondamentaux de l'intelligence artificielle, et l'AZ900, les fondamentaux Azure. Au niveau des autres ressources qui vont vous permettre de vous préparer efficacement au passage d'une certif, notez les examens blancs qui sont proposés gratuitement par Microsoft depuis le site Microsoft Learn d'inscription de votre certif cible. Vous allez pouvoir tester votre niveau avec des questions qui ne seront pas celles de l'assertif, mais qui ressemblent forcément à celles que vous aurez à l'assertif. Et ainsi, ça vous permettra de savoir si vous êtes en capacité ou pas de passer l'assertif. On vous a parlé en début de vidéo de l'importance de l'expérience. Et bien justement, Microsoft vous propose gratuitement via les labs GitHub un ensemble de labs qui vont vous permettre d'améliorer vos compétences puisque au final, vous allez manipuler Azure ou d'autres technologies sur lesquelles vous voudriez passer la certification. Vous vous demandez peut-être sur quel sujet vous allez être interrogé lors du passage de la certification. Cette dernière ressource est faite pour vous. Le guide d'études, dont le lien est accessible sur la page d'inscription d'une certification, va lister tous les domaines qui sont abordés dans la certification. Sur chacun de ces domaines, vous allez trouver une liste plus ou moins précise de sujets, mais également l'importance de chacun de ces domaines dans les questions de l'examen. Ne faites pas l'impasse sur un de ces domaines, vous pourriez tomber sur des questions qui rapportent des points lors de l'examen. Donc cette ressource va vous permettre de valider que vous avez balayé l'ensemble des connaissances qui seront requises pour passer sereinement l'examen. Un examen Microsoft contient entre 40 et 60 questions qui sont complètement tirées aléatoirement parmi un panel plus large. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez passer l'examen, votre voisin n'aura pas les mêmes questions ni dans le même ordre. Et donc, ça ne sert à rien de copier. Un autre point aussi à prendre en compte, c'est que si malheureusement vous échouez lors de l'examen, lorsque vous le repasserez, vous n'aurez pas forcément les mêmes questions, ni le même nombre de questions. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi Microsoft met régulièrement à jour le contenu de ses certifs? Tout simplement pour refléter les changements de ces technologies. Prenons l'exemple du cloud Microsoft Azure, les changements apportés et les nouvelles fonctionnalités ajoutées le sont faits de manière quotidienne. Et donc, comme la technologie évolue, les compétences et les connaissances nécessaires pour l'utiliser évoluent aussi. Sachez qu'il existe plusieurs types d'examens, par exemple les fondamentaux, AI900, AZ900, fondamentaux Azure. On a aussi les examens basés sur votre rôle dans l'entreprise, les role-based, AZ104, Cloud Administrator, AZ305, architecte. Et vous avez des examens qui sont spécialisés sur une technologie en particulier. Dans tous les cas, lors du passage de votre certif, vous pourrez devoir dérouler un lab. Et inversement, Microsoft se réserve le droit à tout moment de supprimer le lab, par exemple en cas de problème de bande passante. Une certification peut se passer dans différentes langues, que ce soit en anglais, en russe, en portugais, en espagnol et bien entendu en français. Ce qu'on vous conseille d'expérience avec Christopher, c'est de passer la certif en anglais, parce que parfois les traductions en français sont approximatives. Alors cependant, peut-être que vous n'utilisez pas l'anglais au quotidien dans votre métier. Vous pouvez dans ce cas-là, en remplissant un formulaire et en choisissant l'anglais comme seconde langue, demander du temps additionnel. Et vous pourriez obtenir jusqu'à 30 minutes supplémentaires pour vous aider à passer cet examen dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Il se peut que vous ayez besoin d'aménager également le temps de l'examen. Cela peut arriver par exemple lorsque l'on a un trouble déficit de l'attention ou d'autres problèmes qui nécessitent l'utilisation d'outils d'assistance. Dans ce cas-là, vous pouvez également demander ce temps additionnel au moment de votre inscription. Vous le voyez sur le tableau qui est à l'écran, un examen peut durer plus de 2 heures. Durant ce laps de temps, on peut toutes et tous avoir besoin d'une petite pause biologique. One eternity later. Eh bien, cela est possible à tout moment de l'examen. Vous avez jusqu'à 5 minutes maximum qui seront décomptées de votre temps d'examen. Si vous décidez d'utiliser cette pause, attention, vous n'allez pas pouvoir revenir sur les questions auxquelles vous avez déjà répondu, comme c'est normalement
possible dans la plupart des situations. Et comme l'a dit Christopher, le temps continue pendant la pause. C'est important à prendre en compte. Pour vous familiariser avec l'interface sur laquelle vous allez devoir passer votre certification, mais aussi sur le type de questions qui vont tomber, Microsoft vous propose un seul site, aka.ms/examdemo. Et ce que je vous propose avec Christopher, c'est de passer en revue cette interface. Allez, c'est parti! Première étape pour passer sereinement la certification, accepter les termes de passage de cette même certification. Ça peut paraître bête, mais j'avais un collègue qui s'appelait Romain, il y a une quinzaine d'années, et il devait passer avec nous, avec la classe, la certif Windows 2000 Server. Et quand il est arrivé devant cet écran, il a dit qu'il n'était pas d'accord sur les conditions de passage. Et sa certif s'est arrêtée. Il a lu trop vite, la certif s'est arrêtée, il a perdu le coupon. Ça a été très galère. Donc, appuyez sur le bouton Yes. Dans ce second écran, vous retrouverez bien entendu le titre de l'examen, le temps alloué au passage de celui-ci, mais aussi le nombre de questions, s'il y a un case study ou pas, et bien entendu les labs, si, encore une fois, ils sont présents durant votre examen. Enfin, on vous indiquera le nombre de points nécessaires pour obtenir la certification. C'est toujours du 700 sur 1000. Nous voici dans l'interface de l'examen. Alors ici, vous êtes sur une sandbox. Cela veut dire que vous avez encore accès à Windows, vous avez encore accès aux autres onglets qui sont ouverts dans votre navigateur. Bien évidemment, le jour de l'examen, cette fenêtre-là sera ouverte en plein écran et vous n'aurez accès à rien d'autre. Cette page d'examen se constitue de plusieurs parties, notamment le menu qui est sur votre gauche. Ce menu vous permet de faire différentes actions, notamment de jumper de question à l'autre, d'accéder aux paramètres de contraste, de couleur. Donc vous allez pouvoir passer sur un thème foncé ou sur un thème avec des contrastes élevés si vous avez des difficultés à voir les questions. Vous allez pouvoir retrouver un petit outil, la calculatrice, qui peut être utile pour certaines questions, par exemple des questions sur le dimensionnement d'infrastructure. Vous allez retrouver la partie pause. Donc si vous cliquez sur le bouton pause, vous aurez un écran qui va vous rappeler les conditions de la pause avant de réellement accepter ou de refuser la pause. Et puis nous le verrons un petit peu plus tard, sur les examens Microsoft, vous avez désormais un bouton ici qui vous permet d'accéder à une partie de Microsoft Learn, à une partie de la documentation. Regardons maintenant de plus près la partie haute de l'écran. Au milieu de l'écran, vous allez retrouver une barre de progression qui indique bien évidemment la progression au cours de l'examen. Sur la partie droite, vous allez retrouver le temps restant pour compléter votre examen. Alors si le petit tic-tic de l'horloge vous perturbe un petit peu, eh bien, vous avez la possibilité de masquer ce temps restant et de le faire réapparaître à n'importe quel moment. Sur la partie basse, après les questions, vous avez deux cases à cocher qui peuvent être utiles. Première, Review for Later, vous permet de vous indiquer à vous-même que vous souhaitez revenir sur cette question. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr de la réponse, mais vous êtes peut-être aussi un peu pressé par l'examen. Vous pouvez donc cocher cette question et revenir sur cette question plus tard. La deuxième vous permet d'indiquer que vous souhaitez apporter une précision, un commentaire à Microsoft sur le contenu de cette question. Même si Philippe l'a dit, nous mettons à jour les questions d'examen assez fréquemment, il est possible que vous tombiez sur une question qui est ambiguë, qui ne vous paraît pas claire ou qui n'est plus d'actualité. Et bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité de nous envoyer du feedback à la fin de l'examen, après avoir répondu les questions, et vous avez du temps additionnel qui ne compte pas dans l'examen pour pouvoir faire ça. Au niveau des types de questions qui passeront l'assertif, dans notre exemple, vous devez choisir une réponse parmi toutes les réponses proposées. Dans ce deuxième exemple de questions qui tomberont à l'assertif, vous devez choisir toutes les réponses possibles, donc ça peut être 1, 2, 3, donc plusieurs, par rapport à la question. Dans ce troisième type de question, vous avez une zone à gauche qui contient les réponses et une zone à droite, les possibilités. Et vous devez faire tout simplement un drag and drop de celle-ci dans la zone de droite. Ce quatrième type de question est similaire à celle d'avant, sauf qu'en fait, on vous demande de respecter un certain ordre dans votre réponse. Donc vous allez avoir typiquement ce type de question par rapport à une procédure à dérouler lors de l'assertif. Dans ce cinquième type de question, vous devez sélectionner, cocher une partie de l'image pour répondre à la question. Dans ce sixième type de question, vous avez une liste déroulante
ici par exemple, et vous devez choisir la bonne réponse. Et vous pouvez bien entendu avoir plusieurs listes déroulantes. Passons maintenant au 7e type de question. C'est une question qui est similaire à celle que nous avons vue précédemment, mais dans laquelle il faut simplement cliquer sur un endroit de l'interface. Type de question numéro 8. Jusqu'à présent, toutes les questions que nous avons vues étaient sur une seule page. La question numéro 8 est sur 2 pages. Vous avez en haut un onglet Exhibit qui contient soit une capture d'écran, soit des informations supplémentaires qu'il faut bien penser à consulter afin de pouvoir choisir la bonne réponse. Pour le 9e type de question, eh bien en fait, on va mélanger les techniques que vous avez vues dans les questions précédentes. Ici, on a une question avec 3 onglets supplémentaires, mais également une réponse où on va devoir faire plusieurs réponses pour pouvoir compléter cette question-là. Type de question numéro 10, les études de cas. C'est un type de question que l'on retrouve très fréquemment dans les certifications de niveau expert. Le principe, nous allons vous mettre dans un contexte, et pour vous mettre dans ce contexte, il y a beaucoup d'informations. C'est pourquoi vous avez sur la gauche un certain nombre d'onglets pour vous donner le contexte de l'entreprise et les prérequis, par exemple, de sécurité, d'architecture, de réseau. Et enfin, vous allez avoir une série de questions qui vont porter sur le même contexte. Dans cette sandbox, les questions numéro 11 et numéro 12 appartiennent au même case study et le type de question correspond à des types de questions qu'on a déjà vus juste avant. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez avoir un tableau qui va vous lister toutes les questions de l'assertif, mais pour chaque question, va vous dire si vous y avez répondu, si vous avez marqué cette question pour y répondre plus tard, ou si tout simplement cette question n'est pas répondue. Et si jamais vous avez décidé de faire un feedback à Microsoft, ça apparaîtra bien entendu en regard de la question sélectionnée. On vient de voir ensemble qu'à la fin des questions, vous allez avoir un tableau qui va vous lister celles qui ont été répondues, en souffrance, ou celles que vous voulez revoir plus tard. Mon point, c'est qu'une certification, ce n'est pas seulement une liste de questions, ça peut être aussi un case study, comme on l'a vu, ça peut être aussi un lab. Et le lab, le case study ou les questions font l'objet de séquences. Et quand vous passez par exemple de questions standards à un case study, donc quand vous démarrez le case study, vous ne pourrez pas revoir les questions précédentes. Donc vous l'avez compris, un examen, c'est une succession de séquences. Quand vous commencez une séquence, vous ne pouvez pas revenir à celle précédente. Parlons maintenant score. On entend souvent dire qu'il faut répondre correctement à 70% des questions pour obtenir sa certification. C'est faux. Il faut avoir 700 points sur 1000. Toutes les questions de l'examen ont une notation pondérée. Du coup, les questions qui sont plus dures vont rapporter plus de points. Chaque question qui comprend plusieurs choix possibles va pouvoir apporter des points partiels. Vous avez donc tout intérêt à répondre à la question, même si vous n'êtes pas sûr de la réponse. Non seulement vous pourriez gagner une partie des points de la question, si la question propose plusieurs bonnes réponses, mais dans le cas où vous vous trompez entièrement à une question, vous n'aurez pas de points de pénalité. Enfin, information utile à savoir, certaines questions peuvent ne pas rapporter de points. En effet, on vous l'a dit, on met à jour les examens fréquemment, et donc il se peut qu'on mette une petite question bêta, une petite question de test dans un examen pour collecter des données, voir comment les étudiants répondent à cette question, mais ne pas la comptabiliser dans le score final. En début de vidéo, on a vu que vous aviez 2 choix pour passer une certification. Soit vous le faites depuis un centre d'examen, soit vous le faites depuis chez vous. Si vous le faites depuis chez vous, il va falloir respecter un certain nombre de règles pour éviter tout simplement d'être dans l'impossibilité de passer cette fameuse certif. La première règle à connaître, c'est qu'il va falloir vous connecter 30 minutes avant pour vérifier que votre poste de travail ainsi que votre environnement est conforme aux exigences, soit de PersonView, la société qu'il propose pour les professionnels, soit de Certiport, ce qui est proposé pour les étudiants. Pensez aussi à vous munir d'une pièce d'identité. Ça peut être, encore une fois, votre carte nationale d'identité, votre permis de conduire. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir l'envoyer à l'organisme à l'aide de votre smartphone. Vous recevrez un lien, il y a une application, etc. Ce qui permettra d'authentifier que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Ensuite, il va falloir adopter la mode Clean Desk, c'est-à-dire avec un bureau sur lequel vous avez votre clavier, votre souris, et c'est tout. Ne commencez pas à avoir des piles de feuilles,
avec des anti-sèches, ça ne marchera pas. On va vous demander, à l'aide de la caméra de votre ordinateur, de faire le tour de la pièce pour que l'examinateur puisse s'assurer que vous travaillez en toute sécurité votre certif. Si votre PC est muni de plusieurs écrans ou si vous avez un ordinateur portable avec des écrans externes, il faudra débrancher électriquement l'intégralité des écrans qui se trouvent dans votre champ de vision. Cela veut dire par exemple que si vous passez votre certification depuis votre salon et que l'on voit votre télé, eh bien, il faudra débrancher électriquement votre télé et le montrer à l'opérateur de la certification. Autre conseil, avoir un smartphone presque à portée de main. Philippe vous l'a dit, le smartphone va vous permettre de vous connecter pour envoyer vos documents d'identité, mais il peut également être utile si jamais il y a un souci lors de l'examen, par exemple si vous perdez la connexion Internet. Dans ce cas-là, la personne qui va gérer votre examen peut vous appeler sur votre téléphone portable pour vous aider dans la résolution de votre incident. Cependant, pendant la durée de l'examen, votre téléphone ne doit pas être à portée de main. Il faudra le mettre assez loin, mais dans la même pièce, accessible en cas de souci. Choisissez un endroit calme. Pendant toute la durée de l'examen, vous allez être surveillé à la fois visuellement, via la webcam de votre ordinateur, mais également grâce au micro avec l'environnement sonore. Il faut donc que vous soyez dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a personne qui parle, y compris la télé, et où il n'y a personne qui passerait éventuellement à côté ou derrière vous. Si jamais c'était le cas, vous pourriez être interrompu pendant votre examen. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans un des précédents examens certifs que j'ai passés, j'avais l'habitude de me mettre comme ça et puis de me parler à moi-même en lisant la question, en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette question? Enfin, j'en sais rien sur le sujet, mais en tout cas, je me parlais à moi-même en lisant la question. Et ben, j'ai été repris par l'examinateur en disant non, mais vous parlez pas. Donc, vous n'avez même pas le droit de vous parler à vous-même. Si vous passez la certification depuis votre lieu de travail, vous allez peut-être penser à utiliser ces fameuses bulles ou ces petites salles de réunion à l'intérieur d'un open space. Faites attention, si jamais vous êtes dos à une surface vitrée et que l'on voit des ombres ou carrément des personnes qui passent, là aussi, l'examinateur pourrait interrompre votre examen. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est le résultat positif d'une personne qui a tenté de passer une certif Microsoft. Je suis Batman. On voit que le score minimum pour l'obtenir était bien de 700, qu'il a obtenu 840. On voit aussi dans les différentes sections, les différentes zones couvertes par la certification, et on voit que certaines zones étaient bien acquises et certaines autres nécessitaient peut-être un travail un peu plus approfondi. Dans tous les cas de figure, prenez en compte que vous aurez le résultat dans les quelques minutes suivant la fin de l'examen, et ça peut être un peu plus long quand un examen contenait un lab. Dans les 24 heures après le passage de votre certification, vous verrez depuis votre profil Microsoft Learn, après vous êtes logué avec le même email utilisé pour l'inscription de la certif, le résultat, bien entendu, dans le cadre où vous avez eu la certif. Dans ces cas-là, vous allez sur votre profil, vous cliquez sur Profile, bien entendu, en haut à droite, puis vous cliquez sur Credential, et à partir de là, vous avez un onglet Certification. Et là, vous allez pouvoir visualiser toutes les certifications que vous avez passées. Donc vous avez votre historique et aussi bien entendu la dernière certification que vous avez obtenue. Un dernier point, si votre employeur vous demande une justification de passage et d'obtention d'une certification, il suffit d'aller dans Transcript en bas à gauche et là vous allez avoir un résumé de toutes vos certifs qui va être affiché ainsi que les dates associées et vous allez pouvoir soit partager un lien, soit imprimer ce résumé et le fournir à votre employeur. Alors bien évidemment, il se peut que vous ne réussissiez pas le passage d'un examen. Pas de panique, ce n'est pas la fin du monde. Vous allez pouvoir, après un premier échec, tenter de repasser l'examen 24 heures après votre premier passage. Si au bout de ce deuxième passage, vous n'avez toujours pas atteint le score de 700 points, dans ce cas-là, il faudra attendre 14 jours avant chacune des tentatives de passage d'examen. Et bien évidemment, il faut mettre quelques limites en place. Et donc, sur une période de 12 mois, vous avez le droit de faire au maximum 5 tentatives. Et à ce propos, si pendant l'examen, vous avez été déconnecté d'Internet ou si vous avez un ordinateur qui est tombé en panne, tout simplement, vous pouvez demander une exemption pour éviter d'attendre 12 mois pour repasser cette fameuse certification. Alors, parlons un instant de l'aspect financier. À moins que vous bénéficiez d'offres promotionnelles du type Exam Replay, chaque tentative de passage d'examen
devra être payé dans son intégralité. C'est pour ça que l'on vous invite réellement à consulter le rapport de certification, comme on vous l'a présenté juste avant, et entre deux passages, eh bien, d'étudier les points sur lesquels vous avez le plus à vous améliorer. Partez du principe que vous avez eu la certification. Félicitations, mais dans ces cas-là, il va falloir fêter ça dignement. Merci Christopher. Dans ces cas-là, il faut savoir que pendant 1 an, votre certif reste valable, mais que 6 mois avant la date de fin de validité de la certif, vous allez recevoir un email pour pouvoir repasser gratuitement une mise à jour de la certif pour que Microsoft s'assure que vous ayez bien les connaissances et compétences associées à celle-ci. Pas de panique, l'examen de renouvellement est beaucoup plus souple que l'examen initial. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, il n'y a pas de surveillant. Vous n'allez pas être écouté, il ne va pas y avoir la caméra qui va être activée. Vous avez accès à tous les programmes de votre ordinateur, y compris le navigateur. Et surtout, cet examen, il est court. Il ne contient qu'une vingtaine, trentaine de questions au maximum. Ces principes de renouvellement que vous a présenté Philippe ne sont valables que pour les certifications role-based et spécialité. Si vous passez une certification Fundamentals, vous n'avez pas à faire de renouvellement tous les ans. Rappelez-vous, vous êtes votre premier fan, vous êtes votre premier sponsor. C'est votre travail qui va vous permettre d'avoir la certification. Mais si vous la loupez, il n'y a rien de grave. Il y a beaucoup plus grave dans la vie que de louper une certification. Je pense que tout le monde sera d'accord. Merci Christopher. Merci Phil, c'était un plaisir et bonne chance à toutes et à tous dans le passage de vos examens. Je ne dirais pas mieux. Et un dernier point, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, ça va me pousser à en refaire. Partagez cette vidéo au maximum si vous la trouvez utile. À bientôt tout le monde, salut! Parlons un petit peu notation. On entend souvent dire « Tu m'as pas sauvé, hein ?» Le renouvellement de certification que vous a présenté Philippe est valable pour toutes les certifications Shabata, Kana, Machamana et Kala. Vous vous posez peut-être la question, mais sur quel domaine... Ah, celle-là, elle est dure. perdu le mojo, hein. Ouais.